Je l'ai su dès que j'ai franchi le seuil. Ce n'était pas l'odeur de peinture fraîche, celle dont Camille parlait vaguement en prétendant que la chambre d'amis était, malheureusement, inutilisable. C'était son regard, un mélange d'impatience et de calcul qui m'a figé l'estomac. Et puis Damien, mon propre fils, qui n'a même pas levé les yeux lorsqu'elle m'a dit que je dormirais dans la buanderie. Je l'ai senti jusqu'à mes os, et ce n'était pas à cause de ma hanche récemment opérée, mais parce que quelque chose de fondamental s'était brisé entre nous sans que je m'en rende compte. Je m'appelle Bernadette Morel, 80 ans, veuve, arthritique. Un peu moins vive qu'avant, peut-être, mais mon esprit reste aussi alerte qu'il l'a toujours été. J'ai été assistante juridique pendant près de 40 ans à Tours. J'ai élevé 2 enfants, mon mari et moi avons bâti une vie sans dette, avec labeur et discrétion. J'ai cru que tout cela me donnerait le droit de vieillir avec dignité. Damien, mon cadet, m'a proposé de venir vivre chez lui et sa femme Camille après mon opération de la hanche. J'ai accepté. J'avais contribué à leur achat de maison à jouer les tours, après tout. 10 000 € tirés de mon assurance vie. Juste pour quelques semaines, avait-il dit, le temps que tu retrouves un peu de mobilité. Mais dès mon arrivée, j'ai compris que l'accueil n'avait rien d'un geste de famille. Camille m'a saluée comme si je m'invitais chez des étrangers, et dès le 2e soir, elle a lancé presque nonchalamment. La chambre d'amis est en travaux, tu devras dormir dans la buanderie. Aucune excuse, aucun ménagement, juste une consigne sèche. Damien, assis sur le canapé, scotchait son téléphone. Pas un mot. La buanderie était exiguë, sans fenêtre, avec ses murs blancs tachés et ce vieux lino au sol. Un lit de camp avait été déplié à côté du congélateur. La lumière venait d'une ampoule nue suspendue au plafond qui vacillait à chaque mouvement. Cette première nuit, je ne dormis presque pas. La douleur de ma hanche m'irradiait tout le flanc. Mais c'était une autre souffrance qui me tenait éveillée, celle de n'être plus qu'une gêne, une vieille femme reléguée entre les lessives et les produits ménagers. Je repensais à toutes ces années passées à donner, à soutenir, à être là sans qu'on me le demande. Et maintenant, j'étais là, sur un matelas étroit, sous une ampoule qui grésillait, à me demander comment j'avais pu me tromper autant. Et pourtant, ce n'était que le début. Je me souviens parfaitement du jour où ils m'ont demandé de l'aide. Damien avait appelé, sa voix un peu tendue, presque gênée. « Maman, on a trouvé une maison, mais il nous manque un petit quelque chose pour l'apport. » Camille et lui étaient en couple depuis peu à l'époque. Je ne la connaissais pas très bien, mais il semblait heureux, alors j'ai dit oui. Pendant des années, j'avais mis de l'argent de côté. Pas une fortune, mais suffisamment pour faire face à un imprévu. Mon mari René et moi avions toujours été prudents, économes. Je ne suis pas une femme de caprice. Je leur ai donc versé 10 000 €, sans contrat, sans condition. C'était un geste de confiance, un geste d'amour. Camille m'a remercié brièvement par téléphone. Sa voix était polie mais distante, comme si elle récitait un texte appris. Je ne voulais pas le voir à l'époque. Je me suis dit qu'elle était réservée, peut-être stressée. Damien, lui, semblait sincèrement reconnaissant. « Tu nous as donné un vrai départ, maman. » Il avait les yeux pleins d'espoir et cela m'avait suffi. Je pensais naïvement que ce foyer serait un lieu où je serais toujours la bienvenue. Aujourd'hui, je repensais à tout cela en m'allongeant à nouveau sur le lit de camp, les ressorts grinçant sous mon poids. Pas un mot depuis mon arrivée sur ce que j'avais fait pour eux, rien sur cette somme qui leur avait permis d'accéder à ce toit. C'était comme si cela n'avait jamais existé. Camille, chaque jour, me regardait avec cette expression lasse, comme si j'étais une corvée de plus dans son emploi du temps. Damien, lui, se contentait de brefs hochements de tête quand il passait devant moi. Un soir, alors que j'essayais de me lever seule, ma canne glissa et heurta bruyamment le lave-linge. Le bruit résonna dans toute la pièce. Du salon, j'entendis Camille soupirer, puis elle lança « Tout va bien là-dedans ?» d'un ton plus agacé que véritablement inquiet. Je répondis que oui, même si ma hanche m'arrachait des larmes silencieuses. Ce fut ce soir-là que je compris, sans le moindre doute, que je n'étais pas ici pour être soignée. J'étais ici parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. J'étais un rappel encombrant de leur passé, une vieille femme gênante qui avait eu l'audace de survivre trop longtemps. Mais ma mémoire, elle, était intacte. Et ce qu'elle contenait allait bientôt peser plus lourd que leur indifférence. La buanderie sentait le détergent et l'humidité. Il n'y avait pas de fenêtre.
Rien que des murs nus, un vieux ballon d'eau chaude dans un coin, une armoire en métal cabossée et le bruit constant du congélateur. Le lit de camp grinçait à chaque mouvement, étroit, dur comme une planche. La couverture, rêche, semblait avoir dormi dans un placard depuis des années. Une ampoule pendait au plafond, nue, sans abat-jour, et clignotait faiblement par moments. J'ai connu la rudesse. J'ai dormi dans des pièces glaciales, enroulées dans des manteaux. J'ai vécu sans chauffage à une époque où rien n'était acquis. Mais là, ce n'était pas la pauvreté, c'était l'abandon. Le sentiment très précis d'avoir été rangé, comme un objet dont on ne sait plus quoi faire. Ce soir-là, j'ai essayé de ne pas faire de bruit. J'ai placé mon réveil sous l'oreiller, rangé mes affaires proprement sur la chaise en plastique, replié mes vêtements pour ne pas gêner. Chaque fois que je bougeais, le lit couinait si fort que j'avais peur de déranger Camille. J'imaginais ses pas au-dessus de ma tête, peut-être même une oreille collée à la rambarde, s'assurant que je restais bien à ma place. Le sommeil ne venait pas. La douleur irradiait dans ma hanche, chaque mouvement était un supplice. Je fixais le plafond où l'ampoule lançait ses clignotements irréguliers. Et je pensais à mon ancienne chambre, à mon lit confortable, au coussin qui sentait encore l'eau de Cologne, là où René dormait à mes côtés, là où il me serrait la main, même dans son sommeil. Ici, il n'y avait que du plastique, de l'alu et le bourdonnement de la chaudière. Une pièce où l'on fait sécher le linge, pas où l'on guérit. Je m'étais laissé croire que j'avais encore une place quelque part, que ce chez eux pourrait être un peu chez moi. Mais je n'étais ici qu'une invitée provisoire, tolérée à condition de ne pas déranger. Le lendemain matin, j'ai demandé à Camille de m'apporter mes médicaments. Elle a levé les yeux, l'air agacé, comme si je lui demandais la lune. Elle les a posés sans un mot sur le lave-linge. Aucun regard, aucun soin, rien. J'aurais pu lui demander de l'eau, mais je ne l'ai pas fait. J'ai traîné ma jambe douloureuse jusqu'à la cuisine et j'ai bu au robinet. C'était humiliant, mais c'était plus supportable que de la supplier à nouveau. Ce matin-là, j'ai compris que je n'étais pas seulement malade, j'étais devenue invisible. Et ça, c'était une douleur toute différente. Il était un peu plus de minuit quand je les ai entendus parler. J'étais réveillée comme presque chaque nuit, mon corps trop endolori pour trouver le sommeil. Je gardais les yeux fermés, tentant d'ignorer la douleur, quand leurs voix ont traversé le plancher au-dessus de moi. Elles étaient étouffées, mais claires. Et ce que j'ai entendu m'a glacée. La voix de Camille, basse mais incisive, disait « Elle ne tiendra pas longtemps, encore quelques semaines tout au plus. Après, on pourra la placer. » J'ai retenu mon souffle. Mon cœur battait plus fort, mais je restais immobile, figée sous ma couverture. J'attendais une protestation, un mot de Damien, n'importe quoi pour me défendre, pour la reprendre, mais il ne dit rien tout de suite. Puis il murmura « Tant qu'elle signe avant », et ils ont ri. Un rire court, sec, comme un accord silencieux. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, mais quelque chose en moi s'est figé, puis s'est déplacé, comme un verrou qu'on aurait entendu sauter. J'avais mal, mais pas seulement dans la hanche. C'était une douleur plus profonde, plus froide. Ce n'était plus seulement la négligence, c'était une stratégie, un plan. J'étais allongée dans cette buanderie, au milieu des lessives et des produits ménagers, pendant que ceux à qui j'avais donné la main complotaient tranquillement sur la fin de ma vie. Pas avec haine, ce qui aurait peut-être été plus facile à comprendre. Non, avec un détachement tranquille, comme on discute d'un vieux meuble devenu encombrant. Mais je n'étais pas qu'une vieille femme affaiblie. J'avais été assistante juridique, j'avais rédigé des rapports, assisté à des procédures, j'avais appris à écouter, à noter, à ne rien oublier. Je me suis souvenue alors d'un objet que j'avais glissé dans ma valise avant l'opération, presque machinalement. Mon vieux dictaphone, celui que j'utilisais à l'époque pour enregistrer des dépositions ou dicter des notes. Il était toujours là, rangé entre deux chemises. Je me suis lentement redressée, chaque mouvement m'arrachant une grimace, puis j'ai ouvert ma valise à tâtons. L'appareil était intact. Les piles fonctionnaient encore. Une petite lumière verte s'est allumée. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert le tiroir de la petite commode à côté du lit, placé l'appareil dedans, bien dissimulé sous une pile de serviettes. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. S'il pensait que j'étais faible, c'est qu'il ne m'avait jamais vraiment connue.
Je tenais le petit appareil dans ma main comme on tient un souvenir qu'on croyait perdu. Il tenait dans la paume, léger mais solide, avec ses touches en relief que je connaissais par cœur. J'avais l'impression de retrouver un vieux réflexe, une part de moi que j'avais laissée derrière. L'écran clignotait doucement, il fonctionnait. J'ai glissé le dictaphone dans le tiroir de la commode, sous un chiffon propre, puis j'ai enclenché l'enregistrement. À partir de cette nuit-là, je l'ai laissé tourner chaque soir. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas changé d'attitude. Je suis restée la vieille dame effacée qu'il voulait devoir. Je demandais poliment mes médicaments quand il ne les oubliait pas. Parfois, il en manquait un. Une fois, j'en ai retrouvé 2 au sol, tombés près du congélateur. Personne ne les avait ramassés. Je les ai posés sur la table sans un mot. Ce soir-là, j'ai entendu Camille dire dans le couloir. De toute façon, elle ne remarque même pas quand il manque quelque chose. Je remarquais tout. Une semaine plus tard, l'enregistreur a capté une conversation dans la cuisine. Camille s'amusait à imiter mes gémissements quand je montais les marches. Elle disait « On dirait un chien blessé quand elle va aux toilettes ». Damien a ri puis a ajouté « On devrait lui prendre un bouton d'appel, comme ça on pourrait l'ignorer officiellement ». Et ils ont ri encore, ce petit rire complice, comme s'ils se racontaient une blague innocente. Je réécoutais les enregistrements, le soir, une oreillette discrète à l'oreille, pendant que l'ampoule au-dessus de moi clignotait. Parfois, je posais la main sur ma poitrine pour sentir les battements de mon cœur, comme pour me rappeler que j'étais encore là. Je n'ai jamais été courageuse dans le sens que les gens entendent. Je n'ai jamais crié, jamais affronté les autres avec fracas. Mais j'étais méticuleuse, méthodique et surtout, je n'oubliais rien. Ces qualités qui avaient fait de moi une bonne assistante juridique allaient devenir mes armes. Après 10 jours, j'aurais pu commencer à agir. Mais j'ai attendu. Je savais qu'en leur laissant plus de temps, ils finiraient par se trahir davantage. Les gens qui croient avoir le pouvoir en disent toujours trop. Alors je continuais, chaque jour, à marcher doucement dans cette maison, à sourire, à dire merci quand on m'apportait un plateau. J'étais leur fantôme, leur tâche invisible. Mais dans ma tête, chaque mot enregistré bâtissait quelque chose. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la mémoire. Et une mémoire bien tenue finit toujours par devenir un acte de justice. Les pires blessures ne sont pas toujours infligées par des cris ou des gestes violents. Parfois, ce sont les silences, les oublis volontaires, les gestes qu'on choisit de ne pas faire qui détruisent peu à peu. C'est exactement ce que je vivais, jour après jour, dans cette maison. Il ne s'agissait pas de méchanceté évidente. C'était plus subtil, plus pernicieux. Une forme de négligence froide, presque méthodique. Un dimanche matin, ils ont pris leur petit déjeuner sans moi. J'ai attendu, allongé, croyant qu'ils allaient se venir me chercher. 1 heure passa, puis 2. J'ai fini par m'appuyer sur le mur pour me redresser, attraper ma canne et traîner ma jambe jusqu'à la cuisine. La table était vide, les tasses dans l'évier. Camille m'a regardée avec étonnement. « Ah, je pensais que tu dormais encore. » J'ai haussé les épaules et me suis fait une tartine, sans beurre. Il n'y en avait plus apparemment. Ce soir-là, l'enregistreur capta une nouvelle conversation. Camille disait « Je n'ai pas donné ses cachets hier, juste pour voir, elle n'a rien dit. » Damien a marmonné quelque chose, puis elle a répondu en riant doucement « Ce n'est pas grave, elle en prend trop de toute façon, un jour de moins ne la tuera pas. » Et après une pause, dans un ton plus froid encore, « Pas encore. » Je me suis assise sur le lit de camp, écoutant la nuit tomber à travers les murs sans fenêtre, le dictaphone toujours en marche dans son tiroir. Il y avait une fissure dans le mur, fine, presque invisible à l'œil nu. Je la regardais souvent. Elle me faisait penser à ma patience, fragile mais tenace. J'avais beau vouloir me dire que ce n'était que maladresse, que Camille était débordée, que Damien ne voyait pas clair, ces enregistrements ne laissaient plus place au doute. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Ils prenaient soin de ne pas me donner ce dont j'avais besoin. Ils espéraient m'user, m'affaiblir, jusqu'à ce que je parte de moi-même, ou que je n'en sois plus capable. Ce n'était pas facile à prouver. Mais ce que j'avais dans ce petit appareil, c'était plus qu'une intuition. C'était leur voix, leurs mots, enregistrés nuit après nuit, preuve après preuve. Pas de cris, pas d'insultes, juste leur stratégie nue, glaçante, répétée. Et plus ils me croyaient incapable, plus ils parlaient librement.
Je n'étais plus seulement la vieille femme dans la buanderie, j'étais devenue leur témoin invisible. Et un jour, ils apprendraient que ce rôle-là, je le tenais à la perfection. Ce matin-là, ils étaient sortis faire les courses. La maison était silencieuse, enfin. J'en ai profité pour sortir de la buanderie et marcher lentement, appuyé sur ma canne, à travers les pièces du rez-de-chaussée. Le parquet grinçait sous mes pas. La douleur était toujours là, mais plus lointaine, étouffée par un autre besoin plus fort, celui de regarder en face l'endroit dans lequel j'avais été reléguée. C'était une belle maison, je ne pouvais pas le nier. Des murs crème, de grandes baies vitrées donnant sur un petit jardin soigné, des meubles modernes dans les tons bois et gris. Chaque détail respirait la propreté, le confort, la réussite. J'ai caressé du bout des doigts le comptoir de la cuisine, en granit froid et impeccable. J'ai pensé à René, à toutes ces années où nous avons économisé sou par sou, renoncé aux vacances, aux petites folies, pour mettre de côté. Tout ça, disait-on, pour les enfants, pour leur avenir. Et voilà où cela m'avait menée. Je me suis dirigée vers le salon, le grand canapé d'angle, les coussins assortis, les étagères bien rangées, tout respirait une certaine idée du bonheur. Mais il n'y avait pas une trace de moi, pas une photo, pas une carte posée sur une étagère. Juste un cadre sur la console où l'on voyait Damien et Camille devant la maison, sourire figé, bras dessus bras dessous. Moi, j'étais absente, effacée. Et pourtant, j'étais partout, dans chaque recoin, dans la peinture qui recouvre les murs, dans la plomberie payée en urgence, dans ce plan de travail en bois huilé qu'ils avaient hésité à choisir sans mon avis. J'étais là, dans l'invisible, mais ils avaient choisi de m'y laisser. Je suis restée un moment devant la fenêtre à regarder les hortensias que j'avais autrefois offerts à Camille lors de leur emménagement. Ils étaient en fleurs, bleus, pleins de vie. Je me suis demandé si elle se souvenait qu'ils venaient de moi. J'en doutais. Quand je suis revenue lentement vers la buanderie, j'ai croisé mon reflet dans la vitre du four. Une femme voûtée, mince, aux yeux pâles. Mais derrière ce reflet, je voyais autre chose. Je voyais celle que j'avais été, celle qui n'oubliait pas. Je suis entrée dans la buanderie, j'ai refermé la porte, puis je me suis assise près du tiroir où reposait toujours le dictaphone. Je l'ai caressé du bout des doigts. Il n'était ni froid ni chaud, il était prêt. Ils avaient peut-être oublié qui j'étais, mais moi, je m'en souvenais très bien. C'était un jeudi matin quand j'ai su que le moment était venu. Je ne pouvais plus me contenter d'écouter. J'avais assez de preuves. Il me fallait maintenant agir, avec prudence, sans éclat. Il n'était pas question d'affronter Camille ou Damien directement. J'avais besoin d'une alliée. Et j'ai pensé à Pauline. Pauline est la fille de ma sœur. Une cousine pour Damien, mais surtout une femme vive, indépendante, avocate à Nantes, que j'avais toujours admirée. Elle m'envoyait une carte à chaque Noël, me téléphonait parfois, juste pour prendre des nouvelles. Elle n'avait jamais coupé les liens, et je savais qu'elle écouterait. J'ai attendu qu'ils partent tous les deux. Dès que j'ai entendu la voiture s'éloigner, je me suis installée dans la buanderie, le téléphone en main. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai composé son numéro. Elle a décroché presque aussitôt. « Pauline, c'est Tata Bernadette. J'ai besoin de ton aide. Ne dis rien pour l'instant. Écoute-moi. » Je lui ai parlé doucement, en détail, l'opération, le soi-disant chantier dans la chambre d'amis, le lit de camp, les médicaments oubliés, les phrases chuchotées la nuit, le dictaphone, les enregistrements. Elle n'a pas interrompu une seule fois. J'entendais sa respiration devenir plus lente, plus concentrée. À la fin, elle a simplement dit « Dis-moi quand venir ». Nous avons convenu du lundi suivant. Elle viendrait officiellement me rendre visite. Rien de suspect. Je devais préparer les enregistrements les plus clairs sur une clé USB qu'elle emporterait. Elle les ferait écouter à un collègue spécialisé dans la protection des majeurs vulnérables. Et elle m'a fait une autre proposition. « Viens habiter chez moi. J'ai une chambre d'amis, une terrasse plein sud et aucun Damien. » J'ai souri. Un vrai sourire, fragile mais sincère. J'ai répondu que j'y réfléchirais, mais au fond, la décision était déjà prise. J'avais tenu seule pendant assez longtemps. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise un moment, le téléphone encore chaud dans la main. Il y avait comme un courant d'air dans la pièce, même sans fenêtre. Quelque chose de nouveau, une ouverture, une possibilité.
Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti autre chose que la douleur, de la force et de l'espoir. Je n'étais plus seule. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière nuit, mais quelque chose en moi le pressentait. Il y avait ce silence particulier, celui qui s'installe juste avant que quelque chose change. Pas de vent dehors, pas un bruit dans la rue. La maison semblait figée dans l'attente. Moi aussi. J'étais allongée dans la buanderie comme chaque nuit, mon dictaphone discrètement allumé, caché sous une pile de linge. La douleur dans ma hanche m'empêchait de trouver le sommeil, mais ce n'était plus elle qui me tenait éveillée, c'était l'attente, l'écoute. Leurs voix ont commencé à se faire entendre vers minuit. Camille, toujours la première, disait « On pourrait peut-être appeler un service de soins à domicile, histoire de donner le change. » Sa voix était posée, presque détachée, comme si elle parlait d'un problème logistique. Damien a répondu, d'un ton las, « Si elle signe bientôt, peu importe. Après, elle fait ce qu'elle veut, même une maison de retraite. » Puis ils ont ri, un rire bref, sans chaleur. Je ne bougeais pas, j'écoutais. Non plus avec colère, ni tristesse. J'étais au-delà de tout cela. Ce n'était plus une surprise. J'avais entendu tant de phrases semblables ces dernières semaines. Cette nuit-là, c'était juste la confirmation, la dernière pièce du puzzle. Ils me croyaient incapable, dépassée. Ils pensaient que j'étais trop fatiguée pour comprendre, trop vieille pour agir, et cela les rendait négligents, bavards. Chaque mot qu'ils prononçaient, chaque silence complice devenait une preuve. Mais j'étais prête. Tout était en ordre, le dictaphone rempli, la clé USB préparée, Pauline informée, la valise à moitié bouclée discrètement. Je n'avais rien dit, pas une allusion, car je savais qu'il valait mieux partir dans le calme. Pas de scène, pas de colère, seulement la vérité, bien rangée, bien classée, comme je l'avais toujours fait. Je me suis tournée lentement sur le côté, serrant un instant les draps rêches entre mes doigts. Je me suis imaginée chez Pauline, dans une chambre avec une vraie fenêtre, de l'air frais, une lampe de chevet, un lit qui ne grinçait pas, et surtout un endroit où personne ne calculait ma disparition. Ce soir-là, j'ai fermé les yeux sans somnifère. Mon cœur battait paisiblement. J'avais peur, oui, un peu, mais j'étais en paix avec ce que j'allais faire. Le matin serait différent, et je savais que je ne reviendrais plus ici. Le matin était frais, clair, avec cette lumière douce qui traverse les rideaux sans les brusquer. Je m'étais levée plus tôt que d'habitude. Chaque geste avait été lent, précis, comme un rituel. J'avais plié ma couverture, rangé mes affaires dans ma petite valise, préparé mon dossier avec les copies des enregistrements. 2 enveloppes, l'une pour Pauline, l'autre pour un ancien collègue notaire à Tours, un homme sérieux que je savais discret. Dans la cuisine, Camille préparait du café. Elle m'a aperçue et, sans me sourire, a demandé d'un ton plat. « Tu veux une tasse ?» J'ai simplement répondu non. Il n'y avait plus rien à dire. Pas entre nous. Vers 10 heures, la sonnette a retenti. Pauline était là, élégante, un manteau clair, un sac en bandoulière et ce regard bienveillant qui ne m'avait jamais trahi. « Bonjour Camille, je passe chercher ma tante pour une petite escapade. Elle a bien mérité un peu d'air. » Camille a figé son sourire. Elle n'a rien dit, juste hoché la tête. Damien est descendu quelques minutes plus tard, l'air encore ensommeillé, son téléphone greffé à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. J'ai répondu calmement. « Je pars. Pauline m'accueille chez elle. Je pense que je vous ai assez dérangé. » Il n'a pas réagi. Pas une objection, pas une main tendue, pas même une phrase d'usage. Camille a juste croisé les bras. « Comme tu veux. » C'était tout ce qu'ils avaient à offrir. Leur silence n'avait plus rien de blessant. Il confirmait seulement ce que je savais déjà. Pauline a pris ma valise, m'a tendu mon manteau. Nous avons quitté la maison sans un mot de plus. En passant devant le jardin, j'ai regardé la façade une dernière fois. Propre, rénovée, impeccable, mais froide, vide. Ce n'était pas ma maison, ça ne l'avait jamais été. Dans la voiture, nous avons roulé un moment sans parler. Pauline m'a regardé brièvement au feu rouge. Je crois qu'elle voulait savoir si j'étais triste. Je ne l'étais pas, j'étais soulagée. Les lettres étaient parties, les preuves en route, les démarches lancées. Je n'avais rien dit, aucun cri, aucune confrontation, juste des faits posés avec soin. Une vérité impossible à effacer. En regardant défiler les arbres par la fenêtre, j'ai pensé à tout ce que j'avais enduré.
Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré à plein poumon. C'est quelques jours plus tard que j'ai su ce qui s'était passé. Pauline venait de rentrer de son rendez-vous avec le notaire et le service juridique de la fondation qu'elle avait contacté. Elle m'a regardée avec ce mélange de douceur et de sérieux qu'elle avait toujours eu depuis l'enfance, puis elle m'a dit « C'est enclenché, et tu n'as rien à craindre ». Les enregistrements avaient été analysés, leur clarté ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas un simple oubli, c'était un enchaînement d'actes délibérés, de négligences répétées, de propos humiliants, captés de façon nette, précise. La voix de Camille, celle de Damien, les deux incriminés par leur propre insouciance. Pauline avait prévenu les services sociaux du département ainsi qu'un inspecteur du juge des tutelles, spécialisé dans les situations d'abus domestiques sur personnes âgées. 2 jours plus tard, ils se sont rendus à la maison. Pas de préavis, une simple sonnette. Une visite surprise, comme celle qu'on redoute quand on n'a rien à cacher, ou justement tout à cacher. Je n'ai pas imaginé leur visage, je n'en ai pas eu besoin. Pauline m'a seulement dit que Camille avait pâli d'un coup, que Damien avait bafouillé quelque chose, les yeux fuyants. Aucun des deux ne m'a contacté. À part un message, bref, envoyé par Camille. Elle parlait de malentendus, de contexte mal interprété. Elle voulait une discussion, une chance de clarifier. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à clarifier. J'avais entendu et j'avais enregistré. À la demande de Pauline, nous avons revu ensemble mon testament. Je n'en ai pas fait une vengeance. Je l'ai fait pour remettre les choses à leur juste place. Damien en fut retiré. À la place, une donation fut décidée. 25 000 € pour une organisation qui protège les personnes âgées vulnérables en toute discrétion. Sans nom, sans cérémonie. Juste un geste qui compte. Le notaire, un homme posé et précis, a lu chaque clause. J'ai écouté en silence, signant chaque page avec assurance. Pauline m'a accompagnée jusqu'à la voiture, et sur le chemin du retour, nous avons parlé de tout, sauf de ça. Des plantes sur son balcon, de ses dossiers en cours, du pain de seigle que j'aimais tant que la boulangère du coin savait encore préparer. Le soir, assise dans le calme de sa cuisine, un bol de tisane chaude entre les mains, j'ai regardé les flammes danser doucement dans la bougie posée sur la table. J'étais fatiguée, oui, mais libérée, enfin. La justice ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle arrive dans une enveloppe, ou par un simple enregistrement. Mais elle finit par parler. Et moi, j'avais parlé, sans lever la voix, sans trembler. Le cabinet du notaire se trouvait au fond d'une cour tranquille, dans le quartier historique de Tours. Les pavés étaient encore humides après une pluie fine, et l'air portait cette odeur de pierre lavée que j'aimais tant. Pauline marchait à mes côtés, droite, concentrée, son pas calme sans jamais être hésitant. Nous avions rendez-vous pour officialiser les changements de mon testament. Tout était prêt. Les documents, les pièces jointes, les preuves. Je tenais l'enveloppe contenant l'attestation de virement pour la fondation comme on tient un dernier mot important. Je n'avais rien oublié, comme toujours. Le notaire, un homme discret, la cinquantaine sobre, m'accueillit avec respect. Il relut calmement chaque clause, me demandant à chaque fois si je confirmais. Je confirmais tout. Damien était rayé du document. À sa place figurait une simple mention. Legs à l'attention d'une fondation de défense des droits des personnes âgées dépendantes. 25 000 €, sans nom, sans retour. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas un règlement de compte. C'était une mise à jour, une remise en ordre. J'avais offert une part de ma vie, de mon argent, de ma patience. En retour, j'avais reçu le mépris silencieux et une tentative d'effacement. Alors j'avais choisi d'investir ailleurs, là où ma voix compterait encore. Quand tout fut signé, le notaire me raccompagna jusqu'à la porte. Pauline me prit le bras doucement. Nous avons marché vers la voiture sans un mot. Pas besoin, tout avait été dit. De retour chez elle, elle me servit un thé, y ajouta un filet de citron comme je l'aimais et me laissa un moment seule dans le salon. Je m'assis près de la fenêtre. Le soleil couchant dessinait des ombres longues sur le parquet. J'observais les plantes sur le balcon, les oiseaux qui venaient picorer dans la mangeoire que Pauline avait installée. J'avais l'impression d'être chez moi. Pas de façon formelle, mais dans le cœur. Plus tard, dans le calme de ma chambre, j'ai ouvert mon carnet de notes.
Je n'y écrivais plus aussi souvent qu'avant, mais ce soir-là, j'ai tracé quelques lignes. Pas pour les relire, juste pour les déposer. J'ai écrit « Ce n'est pas la douleur qui vous détruit, c'est le silence qu'on vous impose après. » Et aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus me taire. Puis j'ai posé le stylo, éteint la lampe. Rien ne clignotait. Aucun bruit de machine. Juste la nuit, douce, entière, sans menace. L'appartement de Pauline n'était pas grand, mais chaque recoin respirait la vie. Rien de tapageur, rien d'encombré. Juste de la chaleur. Dans le couloir, des cadres suspendus, certains avec des paysages bretons, d'autres avec des visages familiers. Des photos de famille, de sa mère, ma sœur, de Pauline enfant, les joues rondes, un sourire chocolaté. Je connaissais ce cliché. Je l'avais pris. Et maintenant, il avait sa place sur un mur. Ma chambre donnait sur la cour intérieure. Il y avait une grande fenêtre, des rideaux en lin qui laissaient passer la lumière, une étagère avec quelques romans, une commode blanche et une table de chevet avec une lampe douce, couleur ambre. Le lit était confortable, le linge sentait la lavande, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais dormi d'une traite. Le matin, on prenait le petit déjeuner ensemble, souvent sur le balcon. Pauline buvait son café en silence, moi montais au citron. Parfois on parlait, parfois non. Et parfois, c'est ce silence-là qui me faisait le plus de bien. Il ne cachait rien, il n'attendait rien, il était entier. Je recommençais doucement à faire des choses par moi-même. Trier mes papiers, écrire quelques lettres à de vieilles amies, commander des pantoufles neuves. Rien d'extraordinaire. Mais chaque geste était un petit acte de reconquête, une façon de dire « je suis encore là ». Un jour, Pauline m'a demandé si je comptais reparler à Damien. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis je lui ai dit « peut-être, un jour », mais pas pour l'écouter se justifier, juste pour lui dire que je ne l'attends plus. Elle n'a rien ajouté, elle a juste hoché la tête, elle comprenait. Je sais que certains de loin pourraient me juger, me trouver dure, trop sévère. Mais ils n'ont pas dormi sur un lit de camp entre un congélateur et une machine à laver. Ils n'ont pas entendu leur propre enfant dire qu'ils sont un poids, une gêne, une chose à faire disparaître. Et surtout, ils n'ont pas compris ce que cela coûte de revenir de cette invisibilité. Ici, chez Pauline, j'avais retrouvé un espace pour respirer, pour exister, sans avoir à me justifier, sans craindre d'être une corvée. Je ne me sentais pas jeune, je ne me sentais pas forte, mais je me sentais à nouveau vivante. Et dans cette lumière douce qui filtrait à travers les rideaux, j'ai su que ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début d'autre chose, plus calme, plus simple, mais vrai. Parfois, je me demande s'ils ont compris, s'ils se sont un jour regardés en face et ont vu ce qu'ils étaient devenus. Si Damien, dans un moment de solitude, s'est demandé comment il avait pu en arriver là. Si Camille a ressenti, ne serait-ce qu'une seconde, le poids de ce qu'elle avait dit. Mais je n'attends plus de réponse, et je n'en ai plus besoin. Je ne suis plus un fantôme dans ma propre vie. Je ne suis plus cette silhouette silencieuse, assise entre deux machines, qui espère qu'on se souvienne d'elle. Je suis redevenue une femme, une mère, une tante, une voix. J'ai entendu des choses qu'aucune mère ne devrait entendre. J'ai vu dans les gestes de mon propre fils une absence d'amour que je n'aurais jamais cru possible. Mais j'ai choisi de ne pas laisser cette douleur m'éteindre. Je l'ai regardé bien en face, et je l'ai transformé. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de me retrouver, de me rappeler que j'existais, que j'avais encore une place dans ce monde, et que cette place ne dépendait pas de ceux qui avaient voulu m'effacer. Dans le couloir de l'appartement de Pauline, il y a maintenant une nouvelle photo. C'est moi, jeune femme, assise à côté de René sur un banc public. Il me regarde. Moi, je souris, un livre sur les genoux. C'était un jour d'été, banal, et pourtant tout y est, la tendresse, la paix, la promesse silencieuse que malgré les douleurs, la vie peut encore offrir des instants pleins. Le soir, quand Pauline rentre tard, elle m'apporte parfois une part de tarte ou un petit bouquet. On s'assoit ensemble, on parle de tout et de rien. Et je me rends compte, petit à petit, que la solitude n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est un espace que l'on remplit à nouveau. J'ai refait mon testament,
J'ai transmis ce qu'il fallait, j'ai parlé, j'ai osé, et surtout je me suis choisie. Personne ne devrait être réduit au silence dans la maison qu'il a aidé à bâtir. Personne ne devrait avoir à mendier de l'affection chez ceux qu'il a aimés sans compter. Je suis toujours là, et je ne me tais plus.